bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler dans cet épisode des problèmes avec les boissons végétales, ce qu'on appelle les jus végétaux ou les laits végétaux. On va parler aussi de la meilleure cuisson pour les légumes et de quand manger des fruits dans la journée. Donc on est très axé nutrition aujourd'hui, il y a peu entraînement, peu mental, etc. Enfin bon, on verra. Selon les petites citations que j'ai pu tirer des contenus pour voir si il y a d'autres sujets à l'intérieur des sujets. Avant de démarrer, sachez une chose, c'est que j'ai produit ce week-end, donc si vous avez regardé vos mails, vous avez dû voir, j'ai produit un contenu sur les perturbateurs endocriniens. Donc c'est un contenu qui est très pratique en fait, dans le sens où sont des choses à mettre en place, que ce soit dans votre cuisine, dans votre quotidien, mais pas que. Il y a vraiment tout un tas de choses à faire. Donc vous allez savoir par exemple comprendre ce qu'est un perturbateur endocrinien et les effets sur la santé, puisque beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de journaux en parlent, etc. Mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Enfin, quand vous avez vu le cours, vous comprendrez, mais sinon, les gens, ils balancent du perturbateur endocrinien. Pour eux, c'est les vibrons bisphénol A, c'est les plastiques, c'est les choses comme ça, mais ils ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Et on va voir lesquels sont les plus étudiés et ceux qui ont le plus montré de problématiques pour la santé. Surtout, on va voir où on les retrouve. Donc, ça va vous permettre de pouvoir vous sniper chez vous et de savoir où vous avez des sources potentielles de perturbateurs endocriniens. On va voir aussi comment ça affecte la motivation à l'entraînement. Est-ce qu'il y a d'autres perturbateurs endocriniens qui ne sont pas ingérés et qui peuvent pourtant poser problème, sans vous parler des cosmétiques et tout, mais d'autres choses. Et enfin, vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est les dernières recherches sur le sujet, et puis ça vous apportera un petit peu de sénitude, si je peux dire les choses comme ça, dans votre quotidien, puisque ça va vous permettre d'être de moins en moins exposé à ces saloperies qui sont malheureusement ultra présentes dans notre quotidien. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir ce cours, il est disponible directement dans les notes de cet épisode, et puis vous cliquez, vous y accédez, on se retrouve de l'autre côté en version vidéo VIP. Voilà. Bref, ceci étant dit, je vous embête pas plus avec ça. Comment cuire vos légumes? Donc ça, c'est un article que j'ai récupéré sur Nutrition Fact Amérique. Donc j'ai tiré quelques notes de cet article-là. En fait, ils se sont intéressés sur la dégradation de certains végétaux selon les modes de cuisson. Et en fait, il n'y a pas de réponse universelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une réponse définitive, même si on verra qu'il y a certaines choses qui sont quasiment globalement nocives pour tout. Mais on ne peut pas donner une réponse. On ne peut pas, par exemple, dire cuire tout de telle manière, c'est mieux qu'une autre. Mais il y a quand même des choses à savoir, des petits réflexes à prendre en compte. Donc le premier, c'est les poivrons rouges ont 2 fois plus d'antioxydants que les verts. L'ébullition fait diminuer ces antioxydants qui sont transformés et qui sont transférés dans l'eau de cuisson. Donc globalement, ça peut être intéressant de les consommer plutôt à la vapeur, cuisson douce ou cuisson légère à la poêle, etc. pour les antioxydants. Et si vous les faites bouillir, il faudrait que ce soit dans que l'eau de cuisson soit consommée. Alors, si par exemple vous faites du chili, des choses comme ça, en sauce avec de la tomate, donc quand je dis en sauce, c'est avec du concentré de tomate, des choses comme ça, c'est plutôt une approche saine. Moi je le fais par exemple, si vous voulez faire du chili sans ajouter de graisse qui va se dégrader à la cuisson et tout, vous ajoutez du concentré de tomate, enfin pas du concentré de tomate, du coulis de tomate bio sans sucre ajouté ni rien, et vous laissez cuire couvert à feu très doux,
ça va cuire, et comme ça, au moins, vous profitez des antioxydants qui vont se transférer dans le liquide. Quand ils disent l'eau, c'est le liquide de cuisson. Et là, vous allez bénéficier des antioxydants. Par contre, si vous les faites bouillir dans de l'eau et vous balancez l'eau, vous perdez une partie des antioxydants. Deuxième petite chose que j'avais notée, il est préférable de cuire les champignons au micro-ondes ou au grill pour conserver leurs antioxydants, tandis que les cuissons à ébullition et la friture les réduisent. Donc, au grill, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, ces plaques de cuisson que vous avez souvent sur les nouveaux barbecues, qui ressemblent à des grilles, à des poêlons que vous avez aussi dans les restos à volonté, où ils vous font la grillade au moment où vous allez les manger, là, sur les espèces de trucs rainurés, sans graisse ajoutée, sans friture, pour préserver les antioxydants. Donc on voit là que le micro-ondes peut préserver. Et c'est marrant de voir que le micro-ondes, ça a été un choix éliminé par défaut par beaucoup de personnes, parce que micro-ondes, tout ça a été vu, c'est pas bon, ça donne le cancer, machin et tout. Aujourd'hui, ceux qui travaillent sur la nutrition et qui ont fait vraiment des recherches un petit peu sérieuses, ils ont pu voir que parfois la cuisson au micro-ondes est moins dévastatrice que d'autres modes de cuisson. Bon, en gros, la friture, là déjà, c'est pas bon, hein, on le voit déjà dans ce deuxième point. Après, pour le chou-fleur, le blanchiment ou le blanchiment à la vapeur sont plus efficaces que la cuisson à ébullition. Alors, les blanchiments, vous savez, c'est des méthodes de cuisson haute mais brève pour blanchir, hein. C'est un terme en cuisine qu'on utilise. C'est mieux pour préserver l'aliment que l'ébullition. Donc on voit déjà que l'ébullition également, donc de faire cuire dans de l'eau bouillante, c'est pas forcément une bonne idée là avec les différents aliments qu'on a eus pour préserver les micronutriments, sauf si on consomme l'eau de cuisson par exemple pour le poivron, quoi. Ensuite, lutéine, un pigment végétal bénéfique et plus abondant dans le brocoli que dans le chou-fleur. La cuisson à la vapeur augmente presque de x2 en fait la teneur en lutéine des brocolis. Donc là, si vous voulez bien cuire vos brocolis pour en profiter à fond, ça sera plutôt une cuisson vapeur qu'il faudra utiliser. Ensuite, les pommes de terre à chair bleue ou violette sont sensibles à la chaleur extrême, notamment à la friture et à la friture à l'air. Donc la friture à air, ce qui est très moderne aujourd'hui, hein. Moi-même, je fais des frites de patates douces, par exemple, à ce qu'ils appellent air fry, parce que j'ai un instant pot là. Donc c'est comme un cuiseur vapeur qui fait aussi cuiseur pression, et il y a aussi un espèce de couvercle qui permet de faire de la cuisson à l'air. Alors c'est bien dans le sens où ça vous évite de mettre à faire de la friture, donc de plonger vos frites dans un bain d'huile. Mais par contre, la teneur en micronutriments va s'abîmer également. Pourquoi? Parce que cette friture à air est quand même assez violente, quoi. Ensuite, on a donc gardez-le pour les repas plaisir, machin. Sinon, essayez de cuire avec plutôt au four à basse température, des choses comme ça, quoi, ou à la vapeur. En général, la friture, en particulier la friture profonde, donc celle que vous retrouverez souvent dans les fast-food et tout, hein, doit être évitée car elle provoque une perte de nutriments et l'ajout d'huile et la production de composés toxiques, donc qui sont dus au phénomène même de cuisson, donc le brunissement. Par exemple, ce qu'on appelle la réaction de Maillard, hein, l'effet un peu caramel des aliments. C'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Donc dès que vous avez ça sur un aliment, en règle générale, c'est que vous avez ajouté des composés toxiques à l'aliment. Donc ils disent aussi l'ajout d'huile, hein. Ils ne précisent pas laquelle, mais ils disent que l'ajout d'huile, dans tous les cas, de l'huile qui est ajoutée durant la cuisson, c'est pas pareil que de consommer l'huile comme ça, brute, à température normale. Et même si on est bien obligé parfois d'ajouter de l'huile, essayons quand même de limiter. Alors il y a des astuces pour ça, des cuissons plus basses, plus longues, ajouter de l'eau, hein. Moi je sais que ça m'arrive d'ajouter de l'eau parce que si vous cuisinez avec de l'inox qui accroche pas mal, malheureusement l'inox c'est une matière qui est inerte. Donc tant mieux, ça c'est très bien, mais qui accroche, si on ne sait pas bien s'en servir,
Parfois, ça peut être un peu frustrant de laisser la moitié de son repas au fond de la poêle parce que ça a accroché, et puis si ça accroche et que ça a souvent brûlé, et si ça a brûlé, ça fait des composés toxiques. Donc d'ajouter un petit peu d'eau, ça permet un petit peu d'aller récupérer les sucs au fond de la casserole et d'éviter que ça accroche trop, quoi. Même si les sucs sont aussi parfois des composés toxiques. Bref, mais bon, je vais essayer de pas trop vous déprimer pour ce podcast. Alors, petite fin de cet article. Donc vous avez le lien si vous avez envie d'aller lire, alors c'est en anglais, hein, l'article au complet sur sa source directe dans les notes du podcast. Mais bon, ce qu'on peut retenir, c'est que la friture, pas de nouvelles découvertes qui auraient pu nous réjouir de manger des frites et des fish and chips tout le temps. Non, la friture n'est pas un bon mode de cuisson. La cuisson à trop haute température ou de faire chauffer les huiles trop fortement, c'est pas bon non plus. Ce qu'on savait pas trop, mais qui commence à pointer le bout de son nez, c'est que les eaux bouillantes, donc de faire cuire dans l'eau bouillante, c'est pas forcément une bonne idée, non pas pour la dégradation de l'aliment en tant que tel avec les composés toxiques, mais plutôt du transfert des bonnes choses de l'aliment directement dans l'eau. Et si l'eau n'est pas consommée sous forme de bouillon ou autre, et ben c'est dommage, puisqu'en fait on perd par exemple les antioxydants des poivrons. Donc globalement, les cuissons basses, cuissons vapeur, et si vous faites à la cuisson à l'eau bouillante, transformée en bouillon, c'est pour ça que les bouillons d'ailleurs, vous savez, on vous parle des bouillons d'os, c'est très bon pour la santé et tout, c'est pour ça que ça marche, hein, que c'est réputé comme ça, parce qu'il y a ce fameux transfert qui se fait, et les micronutriments s'y retrouvent. Donc s'ils sont là-dedans, ça veut dire qu'ils sont plus dans l'aliment à la base, hein. Donc bref, vous vous retrouvez avec une masse de fibres, mais un peu dépourvue de micronutriments, en tout cas d'une partie des micronutriments, notamment des antioxydants. Donc voilà. Alors, sujet suivant, quand manger des fruits dans la journée. Vous avez entendu certainement des naturopathes qui vous disent plutôt à telle heure, des chrononutritionnistes qui vous diront aussi à telle heure parce que c'est au moment où on a le plus d'insuline, etc. Mais on va voir que l'insuline et justement les fruits, il y a une espèce de paradoxe, hein, qui, quand on vous parle d'insuline et de fruits dans la chrononutrition, il faut bien comprendre que ça tient pas debout en fait, hein, quand on comprend comment fonctionne le fructose. Mais bon, bref, on va voir un petit peu ce qu'ils en disent dans cet article qui est, je crois, un article de lanutrition.fr. Donc premier point, les fruits ont un index glycémique, donc un IG généralement faible à modéré, ce qui signifie qu'ils n'entraînent pas une augmentation importante de la glycémie. Oui, donc la première partie déjà, donc si ça n'augmente pas de manière importante la glycémie, ça veut dire que la sécrétion d'insuline n'est pas non plus élevée. En règle générale, les fruits qui vont plus un fruit est mûr, plus il aura tendance à augmenter son index glycémique. Alors, je vais vous donner une partie de la réponse ici. Et pour l'autre partie, vous irez voir sur mon site les amidons résistants. Mais quand un fruit est pas encore mûr, c'est-à-dire par exemple une banane un peu verte, il y a beaucoup d'amidons résistants qui participent d'ailleurs à la réduction de son IG et surtout à des bénéfices, parce que les amidons résistants ont des bénéfices au niveau de la santé. Mais allez voir mon cours sur les amidons résistants que je vous ai fourni il y a de ça 15 jours, je crois. Ensuite, le sucre présent dans les fruits, le fructose, est différent de celui ajouté par les industries, par l'industrie agroalimentaire, hein, dans les aliments ultra transformés et n'a pas le même impact sur la santé. Oui, déjà le fructose, je n'ai pas envie de dire chimique, mais parce que c'est toujours de la chimie, mais le fructose ajouté, par exemple le fructose qu'on va vous mettre dans un soda ou autre, non seulement c'est pas le même, puisqu'on n'a pas pris du fructose directement d'une pomme ou quoi, ça va être c'est high syrup, high fructose corn syrup, donc c'est du sirop de maïs à très haute teneur en fructose, voilà. C'est celui qui est utilisé pour souvent les confiseries, les sodas, les choses comme ça. Lui, il n'aura pas le même impact déjà parce qu'il n'arrive pas du tout de la même, il n'arrive pas à accompagner des mêmes choses que si vous aviez consommé un fruit. Le fruit, quand vous allez le manger, vous allez absorber également des tas de fibres,
et beaucoup d'eau. Par exemple, vous mangez une pomme, elle vous apporte beaucoup d'eau, parce qu'une pomme c'est très riche en eau, des fibres, du fructose et des micronutriments. Pour atteindre la même quantité de fructose que par exemple dans un soda, il faudrait manger un certain nombre de fruits entiers, et en fait la nature vous en empêcherait, parce qu'au bout de 2 pommes déjà, bon, c'est bon quoi. La teneur en eau plus la teneur en fibres plus le fait de mâcher, etc., fait qu'au bout de 2 pommes, c'est bon. En règle générale, les gens en mangent une et ça suffit pour se caler quand on a un petit creux. Bon, dans le cadre d'un régime pour perdre du poids, la docteure Martine Cotina conseille d'éviter les fruits le soir. Elle recommande d'augmenter la consommation de légumes et de manger 2 à 3 fruits à d'autres moments de la journée. Alors moi, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus. Il y a eu des études qui ont montré pour les kiwis que c'était intéressant de les consommer pour les sportifs, pour la récupération et pour le sommeil, le soir. 2 kiwis, ils disaient, c'est pour la sécrétion de mélatonine. Ensuite, la diététicienne nutritionniste Angélique Houlbert, cependant, affirme qu'il n'y a pas de problème à manger des fruits en fin de repas et conseille d'en consommer un à chaque repas, car ils ne sont pas incompatibles avec la minceur. Donc là, c'est voilà, chacun a son point de vue. Moi, le mien de point de vue est plutôt partagé. Pour moi, ça va dépendre de la capacité de l'individu à perdre du poids. Il y a des individus qui ont du mal à perdre du poids, et notamment s'ils gardent du sucré dans la journée, donc du sucré sous forme de goût sucré, donc des fruits, ou du sucré sous forme de féculents, légumineuses et tout. C'est très bien, ce sont des régimes sains, pas de problème de manger des légumineuses, des féculents de type complet, type riz complet, des choses comme ça, c'est une bonne chose pour la santé, ça apporte des fibres, etc., de l'énergie, ok, des fruits, tout ça. Mais pour des personnes qui ont une résistance à la perte de graisse et qui réagissent très bien à la perte de graisse quand ils limitent les glucides, moi j'avais remarqué, pour moi, hein, dans mon cas à moi, que de supprimer les fruits était beaucoup plus facile, et que de maintenir les fruits au régime me maintenait dans un environnement bec sucré, qui m'empêchait de bien vivre la restriction glucidique. Voilà, c'est un point de vue personnel que j'ai pu vérifier avec les années. Ce n'est pas une recommandation de santé que je donne là, ou une ordonnance santé, quoi que ce soit. C'est juste une observation personnelle que j'ai pu faire sur mes différents régimes. Moi, je sais que je réagis très bien à la réduction des glucides, et notamment à la réduction du goût sucré durant une sèche. Alors, je reprends les citations de l'article. Quelques fruits à IG faible à privilégier, donc ça inclut les pommes, le pamplemousse, le raisin, le kiwi, la poire et l'orange. Les fruits à IG élevés comme les dattes et la pastèque devraient être évités. Des idées reçues suggèrent qu'il ne faudrait pas manger de fruits après le repas. Cependant, ces idées sont contredites par des explications scientifiques. Par exemple, l'acidité de l'estomac n'augmente pas après la consommation d'un fruit, et les fruits et légumes peuvent même diminuer le risque de reflux en raison de leur richesse en fibres. Oui, parce que vous savez, dans l'hypothèse, dans les hypothèses et les théories naturopathiques, si on peut dire les choses comme ça, l'environnement dans l'estomac, certains disent oui, mais là il faut du basique, là il faut de l'acide, selon l'aliment. Mais en fait, l'estomac c'est toujours acide. Il faut vous dire ça. Parce qu'on vous parle souvent de, comment dire, je vais pas trouver le mot, de fermentation, voilà. Alors qu'il y a une acidité dans l'estomac. Donc, vous ne pouvez pas vraiment avoir de fermentation du fruit, de la pomme, par exemple, dans un environnement acide. C'est juste que la digestion, pour certaines personnes, peut être un petit peu plus lente, un petit peu plus dérégulée. Et l'exemple qu'on peut donner, et souvent on s'appuie là-dessus, par exemple, de manger du melon en dessert en été. Certaines personnes vont rôter du melon tout l'après-midi après la grillade. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas forcément parce que l'environnement et ça macère ou je sais pas trop quoi. C'est juste que voilà, la digestion est un peu plus lente, et on a des relents un petit peu comme quelqu'un qui mangerait du maquereau et qui aurait des relents de sardines ou de maquereau tout l'après-midi. C'est la même chose. Donc, ne vous en souciez pas trop. Ne vous privez pas en fait des fruits si vous les tolérez bien, si vous n'êtes pas dans une période où vous devez vous en restreindre pour des raisons X ou Y. C'est dommage, quoi.
Les fruits, oui, d'ailleurs, une bonne salade de fruits en été, ça passe super bien. C'est riche en eau et c'est toujours mieux qu'un jus de fruits, quoi. Les fruits sont également une alternative intéressante au grignotage entre les repas en raison de leur faible densité énergétique et leur fort pouvoir rassasiant. Donc oui, c'est vrai qu'en collation, ça peut être intéressant. Donc dans le milieu du sport, on y ajoutera une petite source de protéines. Commencer un repas par un aliment rassasiant comme un fruit peut aider à limiter les apports caloriques. Certaines personnes le font. Euh, alors, commencer par un fruit, enfin, faut s'accrocher, faut avoir envie de commencer par une pomme ou un truc comme ça, mais on peut commencer par exemple par du melon. Dans pas longtemps, ça va être la période des melons. Ouais, c'est quelque. En fait, c'est la teneur en eau, en fibres, hein. Puisque de consommer un aliment avec de l'eau, donc par exemple, vous consommez des chips avec un verre d'eau, ou du melon qui contient naturellement de l'eau, à teneur en eau égale, ce ne sera pas la même chose, parce que l'estomac a tendance à ne pas séparer l'eau de l'aliment quand il est consommé sous forme entière. C'est-à-dire que si vous buvez de l'eau avec vos chips, l'eau va passer dans l'estomac, va arriver dans les intestins, etc. Quand vous le mangez avec l'aliment, ça va rester, entre guillemets, scindé. Ce qui va participer à la distension de l'estomac et donc un pouvoir rassasiant plus élevé. Et ça, c'est intéressant de le savoir parce que de boire, effectivement, ça coupe l'appétit, mais sur une petite durée. Alors que de manger des aliments riches en eau, des légumes, des fruits, ça va couper l'appétit, mais avec une durée plus importante. C'est pas que la teneur en fibres. Voilà. Donc voilà ce qu'il disait par rapport à ça. Donc je pense pas que ça vous a éclairé beaucoup, hein. Et en fait, en gros, vous pouvez manger des fruits quasiment tout le temps, à partir du moment où ils sont consommés de manière cohérente. C'est-à-dire que si vous voulez maigrir et que vous en mangez trop, vous n'allez pas maigrir, parce qu'il n'y a pas de magie. Il y a aucun aliment qu'on peut manger à volonté en maigrissant, tout en maigrissant, à partir dans un laboratoire. Dans la réalité, on n'observe pas la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, oui, si vous mangez des milliers de calories de brocoli, vous n'allez pas maigrir. Mais sauf que personne n'est capable de manger des milliers de calories de brocoli. Parce qu'il va être limité par ce qu'on appelle l'appétit, la digestion, etc. Il ne pourra pas s'en empiffrer. Donc, en laboratoire, oui, les calories font grossir, tous ils font grossir, sauf que certains, on n'arrive pas à les consommer. On n'arrive pas à aller au-delà d'un certain seuil. Vous n'arriverez pas à manger des quantités, sauf si vous avez une pathologie type TCA ou quoi, mais là, dans ce cas-là, il faut se faire traiter par un psy, pas par un nutritionniste. Ce n'est pas des habitudes alimentaires là qu'il faut traiter, ce sont des comportements au niveau... c'est au niveau cognitif, quoi, au niveau cérébral, au niveau mental qu'il faut traiter. Et pour ça, je vous rappelle encore une fois, mais ce sont les TCC qui aident le plus. Allez, on continue. Les végétales, un bienfait ou un danger caché? Alors, ils ont étudié, là, ils ont regardé un petit peu les boissons, etc., et de voir un petit peu si c'était sain de consommer tous ces laits végétaux. Boissons, alors lait, jus végétal, parce que maintenant on n'a plus le droit d'appeler du lait, enfin je sais plus où est-ce qu'on en est d'ailleurs, mais l'industrie laitière a dit hop, n'appelez pas ça du lait, c'est pas du lait, c'est hors de question, il y a que nous, il y a que nous qui avons. Je crois que pour s'appeler lait, il faut que ça soit tiré de la mamelle d'un mammifère, d'un animal, ou je sais pas comment on pourrait dire. Bon. Peu importe le débat, on va parler de lait végétal ou de jus végétaux. Sur 60 boissons testées, 5 ont montré des niveaux d'un métal toxique au-dessus des normes, notamment de l'arsenic et du cadmium dans 2 jus mixtes, un jus de canneberge et un jus de carotte et de fruits mixtes et un lait d'avoine. Donc les boissons testées comprenaient des jus de fruits simples et mélangés, des laits à base de plantes, des sodas et des thés. Il a été constaté que les jus de fruits mélangés et les laits à base de plantes contenaient plus souvent des concentrations élevées de métaux toxiques. Et au total, 7 des 25 éléments ont dépassé les normes de l'eau potable dans certaines boissons, dont le nickel, le manganèse, le bore, le cadmium, le strontium, l'arsenic et le sélénium. Donc, c'est vrai que toutes ces boissons... il faut faire attention parce que toutes ces boissons ne sont pas dépourvues d'effets négatifs. Déjà, les contenants, les briques dans lesquelles sont stockées ces boissons-là sont pas forcément avec des revêtements propices à la santé, donc les revêtements internes des briques.
Deuxième chose, souvent les boissons, vous remarquerez que ces jus végétaux, pour trouver les versions sans sucre, c'est sans sucre ajouté, c'est souvent un peu la croix et la bannière, et on se retrouve toujours à avoir celles qui vont être édulcorées, colorées, où on va vous rajouter des choses dedans, du cacao, du machin, de la vanille et tout ça, les rendre désirables. Ça reste des produits transformés, ultra transformés, même j'ai envie de dire, pour certains. Donc c'est pas parce que ça vient des amandes, des noisettes, etc., que c'est bon pour la santé. Donc pourquoi pas de temps en temps. Mais sinon, honnêtement, regardez la fabrication du lait d'amande à la maison, c'est très facile. Si vous avez un blender chez vous, vous pouvez faire du lait d'amande. Et en plus de ça, vous pouvez faire un vrai lait d'amande fidèle et honnête, qui ne sera pas trop coupé à l'eau, qui sera vraiment avec une teneur assez élevée en eau. Vous pouvez en oléagineux. Et vous pouvez le faire également, si vous voulez vous le sucrer un peu plus, vous pouvez rajouter des noix de cajou qui vont apporter un goût un peu plus sucré. Ou même si vous voulez vous l'aromatiser à la noisette, vous pouvez mettre un peu de noisette, mais vous pouvez vous le faire vous-même, ce qui permettra de ne pas trop vous exposer à ça et de le mettre après dans un contenant en verre. Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est pas parce qu'un produit est estampillé bon pour la santé dans les faits qu'il l'est réellement quand vous allez l'acheter, parce que il peut se retrouver avec des saloperies comme ça. On le savait pour le riz avec la teneur en arsenic, mais également maintenant pour tous ces canneberges, jus de carotte et tout ça. On en revient toujours à la même chose. Si vous voulez vous consommer un jus, faites-le vous-même, parce que ça va vous permettre déjà de voir ce qu'il faut. Faites-vous au moins un jour un jus de fruits vous-même. Donc à l'extracteur ou avec une centrifugeuse ou autre, vous allez voir, ou même avec, pour ceux qui ont déjà fait un jus d'orange, vous allez voir que pour faire un jus d'orange, un verre plein de jus d'orange, il vous faut plusieurs oranges. Et donc c'est toujours la même chose. Si vous retirez les fibres et que vous augmentez la quantité de fructose, puisque forcément, enfin de sucre du fruit directement, puisque vous allez ajouter 1 ou 2 oranges pour un verre, vous n'auriez pas mangé ces 2 ou 3 oranges au petit déjeuner. Vous en auriez mangé qu'une, pas 2 ou 3. Et ce qui va faire que vous allez automatiquement avoir plus également de sucre. Donc non seulement de les faire vous-même, ça va vous permettre de vous rendre compte de la quantité de fruits qu'il faut pour faire ne serait-ce qu'un verre, mais également vous allez vous dire ok, j'ai pas envie d'en consommer autant, donc je vais mettre qu'une seule orange, et avec je vais mettre une carotte, je vais mettre peut-être du concombre, des choses comme ça. Et encore, moi je suis pas fan des jus, je préfère consommer massivement des végétaux, des légumineuses, des choses comme ça, pour augmenter la teneur en fibres de ma diète. Et petite chose, les fibres dans la diète, alors il y en a qui vont dire ouais mais moi je tolère pas, j'ai mal au ventre et tout. C'est parce qu'il faut vous exposer. Déjà, il faut être patient. C'est une transition à passer. Quand l'apport en fibres augmente massivement dans votre diète, vous allez avoir des inconforts digestifs. Vous allez avoir l'impression que vous ne les digérez pas parce que vous allez plus souvent au cabinet, en fait. Mais c'est juste la norme, puisque vous avez plus de fibres. Donc, vous allez trouver un transit beaucoup plus normal qu'avant. Et je ne sais plus où est-ce que j'en parlais, mais ils avaient retrouvé dans les excréments des fossilisés de l'ère préhistorique, enfin paléo quoi en gros, que la teneur en fibres des sels à l'époque était énorme. Donc en fait, il partait du principe qu'on avait les intestins quasiment en permanence remplis de fibres. Donc à mon avis, ça devait gazer à mort dans la savane, mais c'est pas en fait quelque chose qui est pathologique. Alors c'est inconfortable, en société c'est normal de lâcher des caisses comme ça en public, c'est pas forcément toléré, mais c'est pas pathologique. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que d'une c'est drôle, et en plus de ça, ça vous permet de vous rassurer un petit peu si vous avez l'impression de ne pas digérer un excès de fibres. C'est pas que vous les digérez pas, c'est que c'est inconfortable et qu'il faut un certain temps pour s'y adapter. Et qu'une raison, le fait d'aller au cabinet 2 fois par jour, c'est peut-être plus sain que d'y aller 2 fois par semaine. Mais c'est même pas peut-être, c'est même certain. Voilà. Bon, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, comment limiter les perturbateurs endocriniens. Alors quand vous allez regarder ça, vous allez vous dire « Oh là là, mais je fais plein de choses mal », par exemple les produits cosmétiques. Mais j'aimerais vous rassurer sur une chose.
c'est sûr que quand on vous dit ah là là, il y a ça qui est pas bien, il y a ça qui est pas bien, il y a plein de perturbateurs endocriniens, le raccourci pour s'en dédouaner et de mettre ça sous le tapis, c'est de dire de toute façon, le monde est pourri, on n'a pas de solution, on est foutu. Ou alors d'autres qui disent oui, mais aujourd'hui c'était ça, avant on disait que c'était ça. Enfin bon, ça c'est les raccourcis typiques pour pas s'occuper du problème. Moi en fait, j'ai fait ce cours pour vous aider à mettre dans votre quotidien des petits réflexes qui vont vous permettre jour après jour de ne plus vous exposer à trop de perturbateurs endocriniens. Et en fait, si vous observez bien, je vais vous donner un conseil facile que tout le monde connaît plus ou moins. Donc voilà. Par exemple, les modes de cuisson que vous utilisez. Si vous utilisez des modes de cuisson type papier sulfurisé au four, donc papier cuisson au four, qui est plein de perturbateurs endocriniens, que vous utilisez une poêle pour faire vos pancakes, vos œufs, etc., avec un revêtement anti-adhésif. Et si vous utilisez un cuiseur vapeur avec un panier en plastique ou l'eau, ou l'endroit où vous mettez l'eau, c'est du plastique, ben ça, déjà, vous êtes sûr de vous exposer aux perturbateurs endocriniens. Donc, si vous remplacez, donc je sais pas, par exemple, prochain moment où vous devez changer un ustensile de cuisine, vous prenez une poêle en inox, un cuit-vapeur en inox, en tout cas avec des bacs en inox. Et puis pour la cuisson au four, vous utilisez du verre au lieu d'utiliser du papier cuisson, donc un plat en verre, avec légèrement graissé, mais très finement graissé. Et bien ça va vous permettre déjà, au quotidien, sur les 3 repas de la journée, de ne plus vous exposer à ça. Donc c'est gagné en fait ça. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas binaire en vous disant on est foutu. Non, là, avec ça, vous allez gagner sur les 3 repas déjà, hop, vous allez limiter l'exposition. Donc c'est ce genre de choses que je vous explique dans le cours. Mais ça, je vous ai donné un détail là, mais il y en a plein d'autres que je vais vous donner, ce qui va vous permettre de limiter votre exposition au maximum dans votre quotidien. Et je dis bien limiter l'exposition. La supprimer, ça n'est pas possible aujourd'hui. Mais de limiter, c'est quand même énorme. Parce que si en fait on ne fait pas attention, on s'y expose à mort. Et même ceux qui font attention à leur diète, qui sont dans un mode de vie fitness et tout, je vois, enfin il y a des aliments hyper courants, vous allez voir, ils sont super riches en perturbateurs endocriniens, et pourtant ils sont largement consommés par ceux qui font de la muscu, quoi. Donc allez voir, le lien est dans la description, on se retrouve de l'autre côté si ça vous intéresse. Et sinon, je vous dis à plus, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.